Bonjour à tous, auditeurs et auditrices de Ficelle. Nous sommes très contents de vous retrouver aujourd'hui, puisqu'on a la fine équipe qui est réunie. Il y a Adrien et il y a Romain avec moi. Salut les gars. Salut Corentin. Salut On est, Corentin, salut à tous. salut les gars. On est super contents également de retrouver un ex-joueur de l'équipe de France qui est maintenant à la retraite. C'est Yacouba Diawara. Salut Yak, ça va? Ouais, très bien, et vous? Super, on est super content de t'avoir parce que pour ma part, c'est un truc un peu iconique. J'ai commencé à suivre le basket au moment où tu avais été joué avec le Heat contre les Nets à Paris en 2009. Donc voilà, Ouais. c'est un peu un rêve de gosse qui se concrétise. Donc du coup, on va simplement faire une petite présentation. Si tu veux bien te présenter aux auditeurs qui ne te connaîtraient pas, je pense pas qu'il y en ait beaucoup, mais c'est toujours sympa d'introduire comme ça. Oui, Yacouba Diawara, je suis né à Paris, débuté le basket à Tremblay en France en 93 dans la région parisienne pendant 2 ans et après je suis parti au centre de formation à l'HD à Dijon. J'ai fait 3 ans de centre de formation avec comme entraîneur Joël Delaby. Après mes 3 ans, j'avais la possibilité de soit rester en France ou tenter l'aventure aux États-Unis. Donc, j'ai décidé de tenter l'aventure aux États-Unis. Donc, je suis parti en junior college, comme je ne parlais pas anglais. Je D'accord. suis obligé de passer en junior college pendant 2 ans. Et après, après mes 2 ans, j'ai eu une bourse de Pepperdine à Malibu, de North Carolina, de St. John's, de Oregon, de Florida State. Donc, à la fin, j'ai décidé d'aller à Pepperdine, en Californie, à Malibu. L'entraîneur là-bas, c'était Paul Westphal. Je ne sais pas si les fans de basket, je pense qu'ils doivent connaître. C'était un ancien joueur de Phoenix Suns, c'est un coach aussi. Donc, les fans du basket, ils doivent connaître un peu. Et après ça, donc, j'ai entamé ma 2 ans en université qui s'est bien passé. Donc, je suis revenu dans mon club formateur à Dijon. Parce que je me suis présenté à la draft, mais il n'y avait rien de spécial. J'avais fait des practices, des workouts, mais rien ne s'était abouti. Donc, je suis retourné dans mon centre dans mon club formateur à Dijon qui m'a proposé un contrat. Que là, c'était Jacques Monclar à l'époque, l'entraîneur. Et je pense que vous le connaissez. Ah oui, clairement, une légende. Et que j'ai continué là-bas. Et ça a été très vite parce que j'avais signé 5 ans. J'ai fait que 4 mois et demi parce qu'après 4 mois et demi, je suis parti direct à Bologne en Italie qui est venu me chercher. Bologne en Italie, j'avais signé 4 ans, mais je l'ai fait que 4 mois et demi parce qu'en été, Denver Nuggets sont venus me chercher. Donc j'ai fait une année vraiment de l'université en NBA, j'ai fait vraiment une année très très rapide, je dirais. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai fait 1, 2, 4 clubs en un an, donc je pense que ça doit être du jamais vu. Mais que c'était bien passé parce que comme ils ont vu que le travail a payé, que derrière les résultats aussi ont payé, qu'ils ont vu derrière que ça bossait très vite et j'ai eu l'opportunité de montrer de quoi j'étais capable. Et derrière, eux aussi m'ont donné la confiance par rapport à l'université, à la GA Dijon, par rapport à Bologne. Et derrière, ça s'est enchaîné avec la Summer League et derrière avec les Denver Nuggets. Donc, c'était une année très positive. Mais après ça, j'avais enchaîné 2 ans à Denver, 2 ans à Miami. Après, je suis retourné en Italie, à Brindisi, j'ai fait 1 an. Après, je suis retourné à Varese. Après, j'ai fait Brindisi, Varese. Si je ne me trompe pas, après, j'ai fait Venise. Après, j'ai fait Caserta. Après, j'ai fait Pistoia. Après, Portel, Limoges, Gravelines. Dernier club, c'était Portel que je viens de finir. Et que j'ai fait le Big Three aussi l'été dernier. Ouais, Qui est effectivement, on sera amené à en une parler. organisation de Ice Cube, le grand chanteur américain qui a fait des films aussi. Donc j'ai fait le Big Three aussi avec eux et que ça se passe très bien. Mais peut-être cet été, je pense que ça va être un peu difficile avec le confinement et les problèmes qu'on a avec le virus. Mais on attend tranquillement, on continue à rester in shape et on attend tranquillement et on avance et on essaie de prendre du plaisir et on essaie de voir ce qu'on va faire après. Ok, super. C'était assez complet. Je crois que Romain va te poser deux, trois questions sur le début de ton parcours et notamment la NCAA Dijon. Vas-y, Romain, je t'en prie. Ouais, salut Yacouba. Salut. Du coup, j'aimerais savoir, tu as eu la chance d'avoir un petit peu
les deux visions de système de formation dans le basket. Tu as eu la formation à la française du côté de Dijon et tu as eu ce côté américain en NCA. Parle-nous de cette différence de formation qu'il y a entre les États-Unis et la France. La France, je pense que quand j'étais en France, comme ils te voient un peu, si tu fais 2 mètres et déjà 120 kilos, ils ont déjà l'impression de te mettre déjà, toi, une étiquette, tu vois, toi, tu es intérieur et tu restes un peu intérieur. La formation était un peu plus sur, je dirais, sur les résultats et le collectif. C'était vraiment précis. Moi, je passais de Tremblay à Dijon. À Tremblay, je passais de 2 entraînements par semaine, peut-être 3. À Dijon, je passais à 5 entraînements par semaine. Donc, ça m'a changé énormément. En plus, avec Joël Delaby, à l'époque, c'était un très grand centre de formation. J'ai appris beaucoup avec ce qu'il m'a apporté. Donc, je dirais que c'était plus collectivement d'apprendre le basket, parce que moi, j'ai vraiment commencé à 13 ans et demi le basket, donc j'ai commencé vraiment tard. Donc, j'étais vraiment en retard par rapport aux autres de ma génération 82. Donc, il fallait vraiment que j'engrange et Dijon m'a vraiment donné un bon par l'avance. Je dirais on travaille vraiment sur le spécifique, sur les travails d'appui, etc. Vraiment, de connaître le basket. Et après, quand je suis passé aux États-Unis, c'était vraiment différent. C'était vraiment un travail physique, euh, mentalement, je dirais. En Amérique, c'est vraiment mentalement, c'est vraiment moins collectif, je dirais, c'est plus individuel. C'est vraiment toi et tes stats, et vraiment toi et de prouver en fait quoi tu es capable. C'est ça en fait, les États-Unis, c'est vraiment d'aller chercher, de prouver quoi tu es capable. En plus, moi, je venais de la France, donc il fallait vraiment que je prouve de quoi j'étais capable, parce que des fois, quand ils voient bon français, ils disent bon, lui, il est un peu soft, il est un peu mou, donc c'était vraiment à moi de leur montrer qu'on a des grands joueurs en France, qu'on peut montrer de quoi on est capable, qu'on peut vraiment rivaliser avec vous, on a 2 pieds, on a 2 mains. Et je dirais vraiment, en junior collège, c'est vraiment en fait, il fallait gagner le respect des joueurs pratiquement le plus important, leur montrer que vraiment j'étais là pour travailler, pour bosser. Et je dirais c'était vraiment plus physique, plus individuel, vraiment les travaux individuels, 4 personnes dans le gymnase, 2 personnes dans le gymnase. Il y avait plus de facilité vraiment à bosser, parce que je pense, je dirais, aux États-Unis, le basket, tu as l'impression que c'est vraiment le numéro 1. Je dirais pas le basket, excuse-moi, le sport, c'est vraiment le numéro 1 par rapport, je dirais, en France. Toi, encore, tu vas à l'école, ils disent vraiment, tu as l'impression que le sport te donne un sourire à tout le monde. Et vraiment, en plus, avec l'école, ils focalisent un peu. Donc, tu peux aller à l'école le matin et vraiment l'après-midi, ils se focalisent sur le sport. Tu vois, par rapport à quand j'étais à Dijon, j'allais à l'école à 8h, je finissais à 17h et j'allais à l'entraînement de 18 à 20h. Donc, il n'y avait pas, il y avait pas vraiment de focalisation dans l'université. Par rapport, je vais aller à l'école de 8h à midi et je m'entraînais de 14h à 16h. Donc, c'était vraiment. Tous les entraînements, c'était l'après-midi, en fait. En France, tu ne verras jamais ça. Après, apparemment, si tu vas dans les sports-études, je dirais que c'est ça la grande différence entre les États-Unis et l'Europe et la France, je dirais. Et du coup, est-ce qu'on peut dire qu'en NCA, tu l'as dit, c'est très individualisé, on fait très attention à tes stats. Est-ce que du coup, on peut dire que c'est clairement une formation qui doit t'envoyer vers la marche d'après, qui est la NBA? Oui, la marche d'après, mais derrière, il y a, comme je dirais, moi, quand je suis parti à l'université, bon, moi, quand j'ai commencé le basket, si tu me disais NBA, je te dirais, bon, jamais de la vie. Je te dirais, bon, si je finis à l'université, après, si je finis à Dijon dans un club pro, pour moi, c'était bon. Et vraiment, comme je disais aux gens, il y a vraiment dans l'université, mais derrière aussi, il y a vraiment des possibilités. Derrière, il y a beaucoup de championnats, ce qui est la force du basket. Toi, tu es champion en France, en Italie, en Espagne, en Turquie, en Grèce. Mais vraiment, les jeunes aussi se focalisent vraiment sur la NBA. La NBA, c'est pas facile. Comme ils disent, ils draftent 60 joueurs et de rentrer, c'est vraiment difficile. Il faut être vraiment l'un des meilleurs du monde. Donc, mais c'est clair que beaucoup de jeunes se focalisent vraiment, quand tu vas à l'université, ils se focalisent vraiment sur la NBA, c'est ça qu'ils regardent. Donc, derrière, après, tu ne peux pas leur gâcher leur rêve. Donc, c'est clair, c'est difficile, mais il ne faut pas tout donner sur la NBA. C'est clair, tu donnes à fond sur la NBA, mais derrière aussi, c'est pas parce que tu n'as pas un NBA que tu ne peux pas aller en Europe, faire une belle carrière et revenir aussi en NBA comme j'ai fait. Moi, j'ai tenté, ça n'a pas marché, je suis parti en Europe, j'ai fait mes preuves et je suis retourné. Donc, il y a toujours une possibilité derrière. Tu l'as dit tout à l'heure, tu as eu un choix assez large dans ton choix de NCA. Tu as parlé notamment de North Carolina, Ouais. qui est probablement
pour beaucoup une université très très connue. Qu'est-ce qui a défini ton choix d'aller à Pepperdine plutôt qu'à North Carolina? C'était un peu difficile. Mais derrière, il y avait une North Carolina qui était une fac, fac de maths qui continue North Carolina. Tout le monde pense à Michael Jordan, c'est clair, c'est normal. Dean Smith, c'était une grande fac, mais il y avait pas possible d'aller dans une grande université, de jouer, je sais pas, 5 minutes, de gagner, de pas te prendre de plaisir, ou d'aller dans une université moyenne, d'être la star, de jouer 30 minutes, de te faire plaisir, d'aller à l'école tranquillement et derrière de continuer à bosser dans ton basket. En fait, après, derrière, comme je dis, ça dépend des joueurs. Après, il faut avoir l'opportunité. Si j'arrive à North Carolina, j'étais déjà. Parce que North Carolina, quand ils recrutent déjà que des McDonald's américains, ils recrutent que les 5-10 meilleurs joueurs je dirais facile 5 joueurs meilleurs du pays. Donc, s'il fallait repartir là-bas, refaire ses preuves et derrière, même si tu es un Français, mais ils te respectent, mais il y a toujours les Américains passeront toujours un peu avant toi, même si je pense que c'était un peu plus fort qu'eux. J'avais la possibilité d'aller dans une université un peu moins fort, essayer de gagner là-bas, de se faire un nom déjà, il fallait se faire un nom, tu vois, de se faire un nom et de prendre du plaisir aussi, tu vois. Et donc, il y avait North Carolina, il y avait St. John's, c'était à New York, c'était la fac de Ron Artest, il y avait Florida State. Et vraiment, la possibilité de faire un grand chose. Mais derrière, j'ai vu Pepperdine, il y avait quoi, 3000 étudiants. Tu vas à North Carolina, je sais pas, il y en a peut-être 30 000. Tu vas à Florida State, il y en a peut-être 50 000 étudiants. Donc, il y avait vraiment vraiment un choix à faire. Soit tu vas à l'école où tu vois une personne, tu la vois tous les jours, ou soit tu vas dans une école, une personne, tu la vois une fois par mois. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'était différent. Et en plus, à l'époque, il y avait Paul Westphal qui était à Pepperdine. Je pense c'était aussi un peu mon choix parce que le jeu, ce qu'il faisait, c'était run and gun, c'était vraiment shooter en dessous de 15 secondes, de courir, de faire. C'était vraiment mon jeu, la West Coast. Donc derrière, en plus, j'étais jamais parti dans la West Coast, j'étais jamais parti à Malibu. Ce qui fait Pepperdine, ça se trouve à Malibu. Je me rappelle, je regardais Alerte à Malibu, la série en France. Ouais. Et quand tu as l'opportunité, une fois dans ta vie, d'aller là-bas, l'école et dans la plage, je pense qu'il y a des choses, des fois, tu peux pas refuser. Et je suis très content de mon choix. Je pense que j'aurais fait le même choix. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et du coup, on est un petit peu obligé de faire un retour en arrière sur ta carrière. Il ne faut pas oublier que tu fais partie de cette fabuleuse génération de l'équipe de France junior de 2000 à Zadar, celle dont tout le monde parle. Est-ce que ce moment-là, c'est aussi un énorme moment dans ta carrière, comme tous les autres, comme Tony, comme Ronnie, comme Boris ont pu le dire? Ouais, c'est clair. On nous appelait, de faire partie de la génération en or, pour moi, c'est un privilège. La génération 82, il y a quand même eu, sur la génération 82, il y a presque 5 joueurs NBA, peut-être 6 joueurs qui sont partis en NBA. Donc, je pense que c'est énorme. Et de faire partie de là, moi, de sortir du quartier de 93, de la banlieue 93, d'être sélectionné en équipe de France, de faire le championnat d'Europe à Zadar, de gagner à Zadar la finale. Non, c'est des choses inoubliables qui resteront aggravées dans ma tête, dans mon cœur, dans mon mémoire. Ben, on sent quand même que quelque part vous avez été précurseur par rapport aux générations qui sont venues après. Parce que il y avait eu d'abord la génération qui avait été championne d'Europe junior en 92, avec Cyril Julian, Tariq Abdoulouad aussi, qui avait Oui. été joueur français à NBA. Mais je dirais que vous avez apporté quelque chose de nouveau, un nouveau souffle. Et c'est vrai qu'à partir de là, il y a eu pas mal de joueurs français qui se sont dit qu'ils pouvaient aller faire carrière, notamment à NBA, même s'il y a eu des fortunes diverses, comme tu disais, quoi. C'est vrai que c'est une ligue où la NBA, c'est pas forcément une ligue où tu te fais facilement ta place, quoi. Non, non, c'est clair. Je pense que Tariq, il a ouvert un peu les portes quand il était parti en université et quand il est parti aux États-Unis prendre un joueur NBA. Je pense qu'il a ouvert un peu les portes à tout le monde. Derrière, ça a suivi avec beaucoup de joueurs. Donc, c'est clair que cette génération a ouvert les portes un peu tout le monde. Et derrière, on a regardé un peu. Donc, derrière, on était une génération vraiment qui a pas copié, mais on a pris du bon sens derrière. Ok, oh, ils ont ouvert les portes. Maintenant,
c'est à nous d'essayer d'y aller. Et on a la chance maintenant, parce qu'avant, quand tu disais d'aller jouer NBA, c'était quasiment impossible. Ou alors aux États-Unis, c'était quasiment impossible pour un Européen d'y aller jouer en collège. Et le fait qu'eux, ils ont ouvert les portes, je pense que ça donnait un peu le sens à tout le monde. Et derrière nous, la génération 92, on a ouvert encore plus les portes par rapport aux Français en NBA, par rapport les joueurs français. Donc derrière, c'est un plaisir. Et je vois maintenant de plus en plus, après nous, il y a eu de plus en plus de Français. Il y a de plus en plus de Français qui étaient partis en université, en tout ça. Peut-être maintenant un peu moins. Mais je pense que vraiment, ils ont ouvert les portes. Sinon, on a essayé de continuer à laisser la porte ouverte. Et est-ce que tu peux nous parler aussi de Guillaume Yango? Il t'a suivi ensuite dans ta carrière en junior college. Vous étiez coéquipier en équipe de France junior. Vous étiez vraiment inséparables? Oui, on a commencé à Tremblay, pareil, ensemble. Il habitait dans mon quartier, on est parti à Tremblay ensemble. Et après, on est parti à Dijon aussi ensemble. On a eu l'occasion d'aller à Dijon ensemble. Après, moi, je suis parti en junior collège. Lui, il était parti directement en université. Comme lui parlait un peu déjà l'anglais, tout ça. Donc, il avait passé le SAT à l'époque. Et il est parti directement Non, il devait partir directement à l'université. Après, il y a eu un problème. Donc, il m'a rejoint dans mon junior collège. Excuse-moi. Il m'a rejoint dans mon junior collège de Sarinao, qu'il a fait 1 an ou 2 ans aussi avec moi. Et après, moi, je suis parti à Pepperdine et lui, il est parti à l'Université de Pacifique, si je ne me trompe pas. L'Université de Pacifique. Et après, on se retrouve aussi en équipe de France ensemble. Je pense qu'on a fait un grand parcours de notre basket ensemble. En sortant du même quartier, je pense que c'est magnifique. Ah ouais, c'est énorme. C'est énorme. Et en plus de ça, alors moi j'étais un peu trop jeune à cette époque-là parce que j'ai 25 ans. Et, j'ai vu le reportage il n'y a pas si longtemps et j'ai eu des frissons parce que taper les Croates chez eux avec l'ambiance qu'il y avait, respect, gros respect. Non, c'était chaud parce que les gens ne savent pas que juste avant le match, ils annoncent la présence d'une personne. Dino Radja, il vient au match. Mais personne ne le savait. Et Dino Radja en Croatie, je dis pas que c'est un dieu, mais c'est pas que c'est un dieu, mais c'est le roi là-bas. Ouais. Donc avant l'entre-deux du match, Dino Radja, il vient là, il présente. Et là, c'était une salle de 3000 personnes, mais il doit y avoir 7000 personnes dans la salle. C'était un bordel. Et dès qu'ils annoncent Dino Radja, et tu vois toute la salle qui se lève et qui crie Dino Radja. Et là, ça donnait des frissons à tout le monde parce que c'est passé de petits bruits, mais ça a explosé. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se met dans la tribune des supporters. Déjà, d'une, ça a chauffé tout le monde. Et donc, je pense que les Croates ont un peu plus de frissons, mais de battre les Croates chez eux. Mais je pense on s'était surpris parce qu'on les avait joués, je me rappelle, en pré-saison et on les avait dominés. Je veux dire, on les avait tués. Je me rappelle à l'époque, on jouait à Vittel. Je ne sais pas si vous connaissez. On faisait des camps là-bas à Vittel. On est de là-bas avec Adrien. on est en Lorrain. Je connais très bien. Et les Croates, on les avait joués 2 ou 3 fois match amical, et on les avait éclatés de 30, de 40, facile. Mais le fait de jouer chez eux, la finale chez eux, de les battre après 2 prolongations chez eux, de panier au buzzer, je pense que c'était vraiment... Il n'y a pas de mots à décrire. Il y a des fois, il y a des sensations, tu ne peux même pas les décrire. Tu essaies de chercher les mots, mais comme on dit, c'était des moments inoubliables. De les battre chez eux, là-bas, ah non, c'était devant un public énorme. À l'époque, on n'avait jamais connu ça, non. Un public comme ça, énorme. Je pense que vraiment, ça faisait chaud au cœur. C'est juste génial. C'est le moment où tu as des frissons et tu sais, t'as le palais qui se bloque, tu sais pas quoi dire. Ça doit être génial, franchement, ça doit être incroyable sur le terrain. J'imagine qu'Adrien vous posez des questions sur le retour à la JDA et pourquoi pas Varese. Je te laisse, Adrien, poser la question. Ouais, est-ce que tu dirais que la JDA Dijon, déjà, c'est un club à part dans ta carrière parce que c'est là où tu as fait une partie de ta formation et puis c'est également là où tu as gagné la Coupe de France en 2006. Est-ce que ça fait vraiment partie des clubs à part dans ta carrière? Oui, c'est clair. C'est là vraiment j'ai fait mes 3 ans de préparation. Mon premier contrat professionnel, c'était à Dijon. De faire 3 ans de formation, de revenir dans son club formateur pour signer son premier contrat professionnel. Je pense que c'est énorme.
de revenir dans ce club formateur, en fait, de redonner ce que le club m'a proposé, tu vois, ils m'ont donné la possibilité de faire du basket en espoir, tout ça, de partir, de revenir. Je pense que c'était un choix facile de ma part de revenir là-bas et je pense que c'était un honneur de revenir. Ils m'ont repris très sérieusement. Non, c'est clair, déjà, on restera toujours une bonne partie de ma carrière, une bonne partie de mon cœur, que je reste toujours en contact de temps en temps avec eux, et avec quelques supporters. À chaque fois, ils m'ont très bien accueilli. Même quand j'étais à Gravelines, je suis revenu la première fois à Dijon, j'étais très bien accueilli. On avait fait un petit film juste pour moi là-bas. Donc non, vraiment, c'est un club, c'est une ville qui restera dans mon cœur à jamais. Et tu as suivi leurs derniers résultats là? Ils ont fait une super saison. Oui, vraiment, les dernières années, ils sont vraiment, cette année, l'année dernière, je pense que c'est quoi, les 3 dernières années, ils font vraiment des super saisons comme en Coupe d'Europe, comme en championnat. Donc, je pense vraiment, d'habitude, on parlait tout le temps de Chalon-sur-Saône. Maintenant, on parle vraiment de la GD à Dijon et je pense que ça fait vraiment plaisir. Ouais. Puis moi, ce qui me fait plaisir, c'est que c'est différent de Lasvel et de Monaco. Tu vois, Monaco, ils ont. Dijon, je veux dire, ils n'ont pas de grosses fortunes ou de managers comme Tony Parker. Donc, tu vois, ils se foutent un peu des sentiers battus, quoi. Et c'est ça qui fait super plaisir pour eux. Non, c'est clair, parce que quand tu regardes Lasvel et Monaco, c'est quoi, 4 fois le budget de Dijon, etc. Vraiment, Dijon, ils ont fait vraiment construire sur les 3 dernières années. Ils ont pris vraiment des joueurs qui ont faim et je pense que c'est super. Des fois, tu peux marcher avec l'argent, mais des fois, si tu arrives à marcher avec des joueurs pas trop chers, qui ont faim et qui sont presque aussi forts que les joueurs qui sont là-bas, sans avoir des gros noms, et des fois, c'est ça qui fait encore plus plaisir. C'est clair. Ils régalent dans le jeu. Pour moi, c'est la plus belle équipe à voir jouer. Avec un garçon comme David Holston qui dépasse pas le mètre 70, mais qu'est-ce qu'il est élégant. Il a les bonnes intuitions, les bonnes passes où il faut. Quand il faut prendre les tirs, il les fait. Il est d'un altruisme incroyable. Un métronome. J'adore ce joueur. Non, c'est clair. C'est qu'il me faisait penser un peu aux joueurs qui étaient avant, à moi, Shanta Rogers. Mais vous êtes trop jeune. Ah, si, j'ai connu. Ah Ouais, oui, je le connais aussi. magnifique. Ah, sacré joueur aussi. Je me souviens de Ouais, lui au Mans. On m'avait régalé ouais, il aussi. était au Mans. Ouais, c'est Et ça. tu sais qu'il y a son fils qui joue pas mal également là. Il est à la fac à l'heure actuelle. Ouais, ouais, c'est ça. Correct. Ouais. Ce serait fou qu'il revienne en France, ce serait incroyable. Moi, j'avais des questions plus. J'avais une question plus personnelle, c'était plus sur l'Italie. Parce que moi, je suis supporter de Fortitudo Bologne. Bon, je sais, on a tous des défauts. Ah bah. Et j'aurais voulu que tu nous parles un peu de Basket City, parce que moi, j'ai été l'été dernier, et je me suis dit, mais ça respire basket. Tous les gens ont des maillots, que ce soit de la Fortitudo ou de la Virtus. Ils ont tous des maillots NBA également. Les playgrounds sont pleins. Enfin, comment c'était à l'époque? Parce que tu as connu Basket City au top, quoi. Ouais, alors vraiment, c'était. À l'époque, je sortais de l'université, je sortais de Dijon, 3000 personnes dans la salle. Bon, du bruit, il y en avait, mais c'était pas pareil. Le fait d'aller à la Fortitudo, ça m'a vraiment. Je pense que la Fortitudo m'a changé mon basket. Au niveau de l'histoire de basket, comment je joue au basket, c'était vraiment un pas dans ma carrière qui m'a vraiment fait un tremplin. Je pensais que Dijon m'avait donné un tremplin, mais le fait d'être parti à la Fortitudo, de jouer l'Euroleague pour la première fois, de jouer dans une salle de 5000 personnes. En plus, c'est pas 5000 personnes, c'est 5000 supporters. C'est pas pareil. Des fois, tu vois, les supporters, il y en a quoi? Ils disent des supporters, mais il doit y en avoir 1000 qui chantent et 4000 qui regardent. Là, c'était vraiment 5000 supporters. De connaître l'histoire après la Fortitudo, déjà le fait d'aller là-bas, bon, au début, je ne connaissais pas, parce qu'à l'époque, on disait en Italie, c'était que Antoine Rigaudot. Hein. Il y avait vraiment lui qui avait vraiment percé. Il y avait vraiment, comme lui, on l'appelait le roi à Virtus. Donc il y avait vraiment un truc. Et le fait que je partais à la Fortitudo, ça m'a. Ah non, ça m'a donné chaud au cœur. Je dirais, ça m'a libéré mes sensations de basket et ça a libéré mon basket. J'ai l'impression que j'étais libre. Je peux faire ce que je veux. Toi, tu mets un match, tu cries. Je courais dans les tribunes, les gens ils me prenaient pour un fanatique, mais ils aiment ça en fait, la passion. En fait, c'était une passion que j'avais comme eux en tant que supporter, mais je jouais sur le terrain, tu vois. Donc la passion qu'ils avaient sur les tribunes, moi j'avais la même, mais je la donnais sur le terrain et c'est ça
que la mayonnaise a marché très énormément là-bas. Maintenant, quand je vais là-bas, j'ai l'impression que j'ai fait que 4 mois, hein, mais j'ai l'impression que j'ai fait 10 ans parce que les gens ils se rappellent de moi, ils disent mais putain, mais c'est là. Des fois, je vais voir des matchs, je m'assois sur le côté. Je me rappelais, il y a 2 ans, quand j'étais à Pistolet, j'étais parti voir un match et j'ai juste demandé à un gars une place pour juste passer une aperçu, tu vois. Et au moment que je rentre dans la salle, ils prennent un temps mort et tout le monde se lève. Et j'étais avec mon pote, il me dit mais il chante ton nom, tout ça. Moi, j'avais pas calculé, mais il chante ton nom. Je suis parti les voir. Et le fait d'aller là-bas avec un grand entraîneur aussi, avec Jasmine Repesa, Ah ouais. entraîneur croate, et Jasmine Repesa qui m'a vraiment donné ma chance, qui m'a vraiment dit regarde, t'arrives. En plus, je suis arrivé toujours au milieu. En plus, quand tu arrives au milieu de saison, c'est pas facile. Tu arrives au milieu de saison, les mecs, ils étaient déjà promis en championnat, invaincus à la maison, et ils étaient déjà dans le top 16, je crois, à l'époque. Donc, je commençais 12e homme. Il m'a dit bah, tu vas commencer 12e homme. Il m'a dit c'est à toi de gagner ta place. Et en 2 semaines et demie, je suis passé de 12e homme au starting 5. Pour moi, Ah ouais. c'était vraiment une chose énorme. Les gens, ils m'appellent, ils me disent, mais putain, mais la dernière fois que j'ai vu, tu étais All-Star Game en France, je regarde, on tourne la télé, on te voit en Euroleague avec l'Italie. Mais t'es passé où? Ils m'ont dit, mais t'es passé d'où? J'ai dit, non, en fait, j'ai vraiment continué à bosser. Et en fait, c'est vraiment quand tu as les entraîneurs qui te kiffent et qui te donnent la chance, qui te voient derrière, que tu fais le boulot physiquement, mentalement, que tu écoutes et que tu bosses et toi, que tu fermes ta bouche et que gagné ou perdu, mais derrière, tu essaies de faire ce que tu as à faire. C'est à toi de leur prouver que tu es capable de venir, tu vois, 1 heure avant l'entraînement, de rester 1 heure après l'entraînement, de leur montrer que tu en veux et que tu as faim. Et quand tu as un entraîneur qui voit ça et qui te donne ta chance derrière, et je pense que c'est que du bénéfice d'être derrière la Fortitudo, pour les supporters, je sais pas, c'est les Fossa Leone. Ouais, c'est Donc, ça. pour moi, c'est Fossa Leone. Donc, pour moi, c'était énorme. J'arrivais, ils m'ont donné un son, ils faisaient un son pour moi. Je me rappelle bien, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient Diawara, la 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 la, Diawara, dès qu'à chaque fois que je rentrais sur le terrain. Donc, c'était vraiment eux, je pense qu'ils étaient vraiment en Italie. C'est un souvenir inoubliable. Je sais pas, à chaque fois que je suis parti dans les clubs italiens, il y a toujours eu. Je me suis toujours très bien porté avec eux. Ça a toujours très bien marché, disons, par rapport en France. Et c'est ça qui m'a dessiné un peu dans ma carrière, parce que je pense qu'en Italie, j'étais plus adapté qu'en Italie qu'en France. Et quand Ah tu ouais, es français, carrément. oui, et quand tu es français et tout ça, et tu es né en France, mais quand j'allais en Italie, il y a toujours eu une adaptation plus facile. Et vraiment donner ma chance. Vraiment, m'a donné, vraiment, ils m'ont dit, tu joues comme Yakuba Diawara, tu sais pas de faire plus. Non, si on t'a pris, c'est pour que tu joues ton basket. On t'a pas pris pour être un robot sur le terrain, je dirais. D'accord. Mais pour Et moi, la surtout que, Fortitudo, c'est. excuse-moi. Oui, je t'écoute, vas-y. Bah, surtout que tu as côtoyé des beaux noms. Tu as joué avec Marco Bellinelli, Erasem Lorbeck. Je sais qu'à l'époque, il y avait un petit jeune aussi qui était Stefano Moncinelli. Et enfin, Ouais, c'est que des noms incroyables. Et finalement, tu as pu jouer ton jeu et ils t'ont laissé la place pour t'exprimer. Je trouve ça juste génial. ouais, c'est clair. Et au début, c'était un peu difficile parce qu'au début, ils disaient, tiens, il arrive, il va prendre notre place. Mais derrière, ils ont vu que j'étais un bosseur, que j'étais pas là pour prendre la place à Barton, j'étais juste là pour continuer à bosser, de continuer mon livre, de continuer à bosser et de gagner. Donc, c'est clair. Alors, Erasmus Lorsbeck, le Tyrannien, c'était un grand intérieur 4. Bellinelli, shooter à 3 points, Moncinelli. On avait aussi Sonny Besirovic, je ne sais pas si vous connaissez, le Ah oui, Slovène, ouais. qui était, on avait le grand intérieur Dalibor Bakaric de 2010. On avait vraiment des gros noms et vraiment, quand tu regardes, vraiment des grands joueurs européens. Et le fait de m'accepter, de faire ma place et derrière de prouver, de voir que j'ai prouvé, de me laisser comme ça, c'était vraiment, comme je dirais, c'était le meilleur moment de je dirais, c'est le meilleur moment de ma carrière, plus qu'en NBA même, je dirais. Ouais, d'accord, ok. Ah ouais, Et je dirais que personnellement, quelque part, la Fortitudo, ça a été un tremplin parce que c'est là où tu as été repéré par les scouts NBA. Oui, Et par la suite, Brindisi, c'est ce qui t'a permis de rebondir après tes années à Miami où tu avais peu de temps de jeu. Donc, c'est-à-dire voilà. que quand tu arrives à Brindisi, c'est là vraiment où, de nouveau, tu peux montrer l'étendue de ton talent, même si malheureusement, l'année-là, vous terminez dernier, l'équipe est reléguée en deuxième division. Oui, c'est ça. Mais c'était quand même, moi, ça m'avait marqué Brindisi parce que vous aviez quand même des sacrés joueurs dans l'effectif. Il y avait Anthony Robertson qui faisait des cartons. Il y avait Bobby Bobby. Dixon. Ouais, en plus, lui, grosse carrière derrière au Fenerbahçe.
Donc, tu vois, déjà, Brindisi, ça m'avait marqué parce que c'est ce qui m'avait permis par la suite de vraiment de rebondir après les années et les années. Malheureusement, j'ai regretté, moi, qu'il avait peu de temps de jeu au Heat de Miami. Ouais, c'est clair. Je suis retourné en Italie parce que je me suis très bien adapté. Ils m'ont vraiment laissé mon jeu. Comme tout le monde disait, pourquoi tu reviens pas en France? Je dis non, je reviens en France. Ça se passe mal, ça se passe mal, mais il n'y avait toujours pas une bonne relation. Donc, quand je revenais en Italie, à chaque fois, j'étais vraiment plus ouvert, j'étais vraiment plus accepté et j'arrivais vraiment plus à jouer mon jeu. Donc, c'est clair, quand je suis parti à Bologne, ça m'a fait un tremplin de revenir à Brésil, j'ai prouvé des choses. Et derrière, d'enchaîner à Varese, d'enchaîner à Venise, c'est clair que ça a enchaîné beaucoup de choses. C'est clair que je me suis adapté plus facilement. J'ai aussi la ville italienne au niveau basket italien que français. Mais sinon, c'était toujours. Des fois, on s'habitue. Des fois, on se sent mieux dans un autre pays que d'autres. Et je pense qu'en Italie, c'est ce qui s'est passé avec moi. Ben, en plus, ce qui m'avait marqué aussi, c'est qu'en cours de saison, tu avais été rejoint par Hervé Touré, qui était Oui, c'est ça. Oui, oui. du championnat italien. Et moi, je trouvais ça génial, quoi. Les deux Français du championnat italien dans la même équipe, c'était énorme, ça. Oui, à l'époque, il était à Rome, si je me trompe pas. Oui, c'est ça, il sortait de Rome. C'est ça, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. J'ai eu le soin de le croiser à Rome à l'époque, si je me souviens bien. J'ai fait un voyage et je l'ai croisé, ça m'a fait tout drôle. Ça fait tout drôle sur le moment. Quand tu le vois à la télé, et d'un coup, clac, tu le vois en face de toi, c'est pas la même. Mais c'est peut-être bête comme Non, question. c'est clair. Mais tu as fait beaucoup de clubs en Italie. Si tu devais en garder qu'un en mémoire, ce serait lequel? Parce que tu as quand même fait parmi les plus gros clubs, les plus historiques du moins. Ouais, si je dois en garder un, je dirais vraiment, il y a Bologne, Varese et Caserta. Pour moi, ça, c'est vraiment ces trois clubs où Varese, ça reste Varese, j'aurais fait un an et demi là-bas, 2 ans à Varese. Donc vraiment, si je prends un club, je dirais c'est entre ces trois-là. Caserta, j'ai fait que 3 mois, 4 mois, mais ça s'est passé comme à Bologne. Moi, je dirais que c'est vraiment Bologne, Varese et Caserta, ces trois clubs qui resteront toujours aggravés, je dirais. C'est des beaux petits clubs, on va dire. Ah ben, Voilà. moi, perso, Varese, j'ai adoré, hein. Déjà, quand je vois que tu as eu comme coéquipier notamment Christian Kangour, l'Estonien, Phil Goss aussi, qui est Ouais. aussi passé par la Virtus Rome. J'ai adoré le joueur. Et puis, au niveau des résultats, c'était pas trop mal parce qu'il y a une saison, vous finissez à huitième, donc vous vous qualifiez pour les playoffs. Et il y a une autre Non, saison où là, vous terminez à la 11e place. Mais je veux dire, c'est vu les coéquipiers que tu as eu, Stanley Okoye, qui joue encore dans le championnat d'Espagne, je crois, ouais, Christian c'est ça. Kanga. Donc, c'était des grosses équipes, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, du coup, Yacouba, on a passé en revue un petit peu ton début de carrière professionnelle. Du coup, tu t'es relancé à Dijon, tu as eu ta période à Bologne. Et ensuite, du coup, tu réalises ton, entre guillemets, une autre étape. Tu arrives à Denver. Pour ceux qui nous écoutent, du coup, il arrive dans une équipe qui aura probablement marqué avec Carmelo, avec Allen Iverson. Et du coup, moi, ce que je retiens, c'est que quand tu débutes ta carrière, on voit un joueur qui a un profil assez offensif, notamment à Dijon où tu tournes à 16 points par match, et tu arrives en NBA. Et là, j'ai l'impression qu'on va te demander autre chose. On va te demander de te transformer en un bulldog défensif. Comment tu as ressenti ça et comment toi tu l'as ingéré pour pouvoir le retransmettre sur le terrain? Est-ce que tu savais déjà faire ou est-ce que ça a été un effort de le faire? Non, j'étais pas un bon défenseur, mais j'étais toujours un défenseur correct qui aimait bien le combat physique, qui aimait bien aussi prendre les challenges. Quand je suis arrivé à Denver, quand ils m'ont pris, de toute façon, ils m'ont dit il faudra défendre un peu plus que d'habitude parce que à l'époque, Carmelo tournait quoi à 30 points de moyenne, Allen Iverson tournait à 30 points de moyenne. T'as J.R. Smith sur le banc, t'as Marcus Camby, t'as Kenan Martin, t'as Nene. Donc je pense que les points, ils cherchent pas trop les points. Je pense que les points, ils sont déjà un peu répartis par tout le monde. Il m'avait dit, de toute façon, pour jouer, il faudra faire des choses que les gens derrière ne font pas. Il fallait défendre un peu plus, faire un peu, comment dire, faire le boulot qui est pas sur la feuille de stade, tu vois.
il fallait vraiment, fallait faire un sacrifice au niveau en attaque à cette époque-là. Et je pense que au début, c'était difficile parce qu'au début, ils disaient défenseur, mais si tu regardes à Dijon, 16 points de moyenne, tu regardes à Bologne, je tournais à 60% à 3 points comme même à Bologne et à 62% à 2 points. Donc, il y avait vraiment des stats pour aller en attaque. Mais quand tu arrives dans une équipe NBA, tu es rookie. En plus, à l'époque, c'est quoi, 2007, c'était vraiment difficile, c'était chaud. Donc, d'arriver là-bas, de dire que je veux prendre 10 shoots par match, je pense que c'était pas permis. Et je pense derrière, en plus, derrière, il fallait faire ses preuves aussi. Parce que quand tu arrives dans une équipe, ils regardent souvent aussi toi, au niveau des salaires, au niveau de la longévité, au niveau du nom qui est marqué derrière le maillot. Donc, on avait vraiment dans l'équipe où j'étais, on avait vraiment des gros noms, en fait. Quand tu regardes, il y avait vraiment des noms énormes. De faire sa place, pour moi, au début, c'était difficile parce que de faire sa place au niveau en attaque, c'était difficile. Mais après, de faire sa place au niveau défensif, c'était un peu plus facile parce que derrière, je fais quand même, je commence vraiment après, j'ai pris vraiment une place dans le 5 majeur. Tu m'aurais dit que tu voyais, tu sors de Dijon et de Bologne, tu vas jouer dans le 5 majeur à Denver. Avec les noms que je t'ai dit, je t'aurais dit, bon, peut-être pas, non. Derrière, vraiment, Georges Karl, il m'a donné, à l'époque, en plus, Georges Karl, il avait une réputation. Il faisait pas rentrer les rookies dans le 5 majeur. Donc, j'étais vraiment l'un des premiers rookies à jouer dans le 5 majeur avec contre mon entraîneur, Georges Karl. Donc, vraiment, derrière, il y avait vraiment une confiance aussi. Donc, c'est clair, au début, j'ai fait des sacrifices qui m'ont donné l'opportunité de jouer. Et c'était vraiment des côtés, c'était pas facile, mais derrière, on prend son mal à patience. Et quand je dirai à mes enfants, à mes amis, à mes potes, à mes cousins que j'étais avec Allen Iverson, mais derrière, tu peux pas trop, tu peux pas tout te plaindre non plus. Je me rappelle bien de cette époque-là. Moi, j'avais tout de votre équipe. J'avais tout. J'avais les chaussures, je me rappelle, des Nuggets. J'avais le maillot, le sweat. Vous aviez une sacrée belle équipe quand même. Ouais, une équipe énorme. Tu regardes du premier joueur au 15e, c'était vraiment une équipe, excuse-moi, une équipe exceptionnelle. Starting five, il y avait Allen Iverson, j'étais avec Alan, moi, Camby, Kenan Martin et Carmelo. Sur le banc, tu as J.R. Smith, tu avais Lennis Kleza, tu avais Eduardo Narara, tu avais le petit Earl Boykins, je ne sais pas si les gens ils Ouais, connaissent. Earl Boykins. Ah oui, Earl oui. Boykins, tu vois. Tu vois, on avait Chucky Atkins, tu vois, on avait vraiment Anthony Carter, on avait vraiment des gros noms, tu vois. Et Reggie Evans, tu vois, si je ne me trompe pas aussi. Donc vraiment, on avait vraiment. Et le fait d'avoir fait son trou, de jouer dans le 5 dans cette équipe, je pense que c'était énorme. Et On j'avais on une imagine. question, Pardon. Yacouba, entre Kobe Bryant et LeBron James, sur lequel tu as aimé le plus défendre? Bah, je dirais. LeBron James, avant que j'arrive, moi je suis arrivé en 2007. LeBron James était arrivé en 2004, si je ne me trompe pas, c'est ça 2004 2003. 2003, 2004, ouais, c'est ça. Donc il avait que 3 ans dans la Ligue, mais non, Kobe, c'est déjà le Black Mamba, c'était déjà une légende, c'était différent. Mais moi, j'ai la chance parce qu'à l'entraînement, je me trouvais déjà avec Allen Iverson et Carmelo Anthony. Donc, je me préparais déjà, tu vois, avant les matchs. Les entraînements me préparaient de ce jour-là. Mais je dirais que Kobe était vraiment plus technique puisque le LeBron James, c'est troisième année. Donc, c'était pas un phénomène comme il était là, mais c'était toujours un phénomène. Donc, Kobe, c'était vraiment plus difficile au niveau technique, au niveau de la mentalité, au niveau de l'intensité. C'était vraiment un mec hors norme. Ouais, c'est ce que j'ai vu sur certains clichés photos. Ouais. Tu as eu des duels avec lui, c'était assez âpre. Ah oui, c'était toujours. En plus, on les a joués en premier tour des playoffs, on les a joués à chaque fois pendant la saison. Et nous, en plus, contre eux, c'était vraiment une grande rivalité parce qu'il prenait vraiment le challenge parce qu'il voyait notre équipe. Il disait attends, regarde, Carmelo, Allen Iverson, Kenan, en plus, vraiment des gens qui aiment parler, tu vois. Donc lui, ces matchs-là, il les kiffait, il les prenait vraiment pas à la légère. Et tu voyais qu'il se donnait vraiment à fond. Tu voyais qu'il était vraiment très, très, très prêt pour ces rencontres-là. Et je pense que c'est des challenges que tu prendras tout le temps dans ta vie. Et de jouer contre un mec comme lui, pour moi, c'était vraiment de jouer contre lui et de le prendre à chaque fois, à tous les matchs. On joue 3 ou 4 fois dans l'année, de le prendre à chaque fois, de George Kahn me dire bon, t'as le numéro 8 et le numéro 24. Donc, non, c'est magnifique. Gros niveau de jeu et gros niveau de trash talking des deux côtés du terrain. Il y avait les champions du monde là.
Ah oui, à nous, on était les numéros un. À nous, on était les numéros un. Je peux te dire, on était les numéros un des trash talking de l'NBA. On avait des gars, Kenyon, Marcus Combi, Alan, Carmelo, Néné un peu, J.R. Smith, Reggie Evans. Ah non, nous, on avait des belles bouches. Les équipes venaient nous rencontrer, elles savaient qu'il fallait être prêt parce qu'il y en avait beaucoup du trash talking. Allez prendre un aspirine avant, tu sais, pour te préparer le crâne. Ah non, c'était super. Ce qui est bien en plus dans cette équipe, que tout le monde avait le. C'était vraiment, dès qu'il y avait un problème, les mecs, ils étaient vraiment derrière toi, en fait. Il y avait beaucoup de trash talking, mais moi, à chaque fois que si j'avais un problème sur le terrain, les mecs, je savais qu'ils étaient derrière moi. S'il y avait un problème, on était vraiment soudés. Quand les gens, ils voyaient pas trop, mais on était vraiment une équipe très soudée entre nous, en fait. T'as eu cette chance de jouer avec, du coup, avec Carmelo, mais moi, c'est sûrement l'un des idoles de notre jeunesse, mais raconte-nous le personnage Allen Iverson. Il est monstrueux en termes de basket. On sait qu'il est un petit peu crié par son comportement. Toi, qu'est-ce que tu garderas comme image de Allen Iverson? À moi, à l'époque, Iverson, je me rappelle, c'était mon idole. Philadelphie, Answer. Et je me rappelais, à l'époque, où c'était en France, c'était quoi? On avait Canal+, il se fallait se lever à 4 heures du matin pour voir les matchs. Et, et le fait de finir à Dijon, de regarder les matchs sur Internet, à la télé, en Italie, de regarder les matchs, et l'été, d'être avec lui, pour moi, j'ai l'impression que j'étais dans un rêve. Je pensais que je rêvais. Et mon casier, comme par hasard, mon casier était juste à côté de lui, tu vois. Mon casier était à côté de lui. Et des fois, je me rappelais, je le regardais, il me regardait, il me dit, mais Yakou, il m'appelait Kuba, il me dit, mais t'as un problème? Je dis, non, je suis juste, je suis juste un fan. Je dis, il y a 4 mois, j'étais en Italie, à Dijon, et là, je me retrouve avec toi. Et en fait, toi, c'est pas quoi dire, en fait. C'est comme si t'es un jeune et tu te retrouves devant Zidane, dans la même équipe de Zidane, de Ronaldo ou de Messi, tu vois. Et pour moi, et c'est des mecs que tu regardais que à la télé. Et un jour, moi, tu m'aurais dit, bon, il y a que moi, un jour, tu vas jouer avec l'adversaire, je t'aurais dit, bon, arrête, jamais de la vie. Jamais. Et quand tu regardes derrière, de sortir de la banlieue, de jouer avec lui, d'être à côté de lui. Non, en plus, il m'a abordé comme si j'étais un des petits frères, tu vois. Il y a toujours une bonne connexion. Dès que j'avais un problème, je pouvais lui demander. Sponsor et book, à chaque fois, il lui envoyait des trucs. Derrière, lui, il m'envoyait des affaires aussi. J'étais même obligé de lui dire non parce que quand lui, ils envoyaient des affaires, au lieu moi, je disais un carton, tu vois, pour être timide. Les mecs, ils t'envoient 50 cartons. Donc, tu te dis, bon, bon, tu vas pas dire non non plus. Donc, mais tu dis quand même. Moi, je m'attendais à un carton avec 2 baskets. Et quand il t'en envoie 50 et tu dis, il y a 150 paires de pompes, tu dis, bon, j'ai jamais mis autant de paires de baskets de ma vie. T'en mettais une par jour et tu jetais après. Je faisais comme lui, je faisais une paire de baskets, je signais, je donnais aux supporters. Je dis au moins faire une bonne cause. Non, pour moi, c'était vraiment un mec sympa. Parce que les gens, quand ils sont pas avec lui, en fait, quand tu vois de la télé ou tu vois de derrière, j'ai l'impression que le mec, toi, c'est un enculé, que toi, il n'en fait qu'à lui. En fait, c'est vraiment pas ça. En fait, il lui donne une image. Mais en fait, quand tu es avec lui, tu côtoies tous les jours, on joue ensemble. C'était vraiment un mec sympa, très ouvert, un coéquipier énorme, qui donnait des conseils à chaque fois, qui prenait vraiment son mal. Mais c'est un très gros compétiteur que c'est clair. C'est pas facile de travailler aussi avec lui. Parce que toi, la compétition derrière, c'était pas un mec facile. Mais d'être avec lui, de tout le temps avec lui, de voir comment il bossait, de voir comment il se prenait, c'était pour moi. Quand j'étais à Denver, j'avais l'impression qu'on était un groupe de rock stars. Dans toutes les villes où on allait, quand tu avais Allen Iverson et Carmelo Anthony, tous les gymnases étaient pleins, tous les restaurants étaient pleins, et tu as l'impression de vivre dans un truc de rock star. Moi, j'étais le petit jeune, le petit français. C'est des souvenirs inoubliables. Les Est-ce Rolling que Stones de justement Denver. le fait de côtoyer des joueurs comme ça, de gagner leur confiance, comme tu l'as dit, en faisant ta place défensivement, en étant dur, en tapant les meilleurs joueurs d'en face, est-ce que toi, personnellement, être validé par ces deux monstres, est-ce que ça t'a donné encore plus de confiance dans ton jeu et dans ta manière de voir la saison? Oui, c'est clair. Au début, tu es un peu timide parce que tu sais pas quoi attendre, tu sais pas quoi t'attendre, tu sais pas comment ils vont t'accepter, ils vont te tester. Tu vois, comme je parlais au début, quand je disais au début,
de venir aux États-Unis. Et au début, il contrôle vraiment sur le côté mental pour savoir, OK, lui, il vient, mais est-ce qu'il en veut? Est-ce qu'il veut venir bosser? Est-ce qu'il vient juste parce que c'est aux États-Unis? Et le fait que moi, j'étais venu de vraiment de bosser, tu vois, je respectais ça, c'est clair. Mais quand on était sur le terrain, quand l'entraîneur jetait la balle sur le terrain, tu vois, j'étais vraiment un lion, tu vois, j'allais à fond, je me donnais à fond, je dois rentrer dedans, tu vois. Mais après, sur le terrain, toi, tu es toujours à Miami, mais vraiment sur le terrain, j'essaie de vraiment me donner à fond parce qu'il faut gagner vraiment le respect aux États-Unis, il faut vraiment gagner le respect. Mais dès que les mecs ils te respectent, ils savent pourquoi tu es là et qu'est-ce que tu peux apporter à l'équipe. Le fait qu'ils te respectent, pour moi, c'était énorme. C'est clair que derrière, ça m'a ouvert plus de portes. Tu touches plus, tu fais plus de, tu fais un peu plus sur le terrain. Tu vois, tu te concentres que sur la défense, mais le fait qu'eux ils te respectent, ils te disent non, quand on te donne la balle, tu shootes et tu les mets, donc continue à shooter. Donc t'en mets un, deux, trois, et derrière le mec, quand il a le respect, qui te donne à chaque fois les ballons de jouer et de faire un peu plus que défense, c'est clair que c'est des souvenirs et c'est des grandes choses par rapport à ces grands joueurs-là. Comme on dit, il y a des futurs Hall of Fame et peut-être l'autre aussi un futur Hall of Fame. D'avoir le respect des Hall of Fame joueurs, pour moi, je peux pas t'écrire ça. Moi, j'avais une petite question parce que tu parlais de Hall of Famer. Nous, on en connaît bien en France qui pourrait bien l'être. C'est Tony. Tu as été également au JO 2012 avec l'équipe de France. J'aurais voulu avoir ton opinion parce que les JO, c'est quand même la compétition reine quand on est un sportif. C'est le truc le plus haut que tu puisses faire. Tu as vécu comment cette aventure? Parce que ça devait être quelque chose, les JO. Oui, c'était énorme. Parce qu'au début, moi, je devais pas y être au JO. Je suis vraiment venu à la fin. Parce qu'au début, j'étais pas dans la liste des. Mais comme je sortais d'une grosse saison à Varese, moi, j'étais MVP de l'Italie. J'étais l'un des meilleurs marqueurs de la saison italienne. Et le fait d'être pris pas dans les JO et d'aller en 2012 à Londres, c'était vraiment une chose très importante. J'ai fait champion d'Europe, j'ai fait junior, j'ai fait espoir aussi, toi, tu as été champion d'Europe, mais j'ai jamais fait championnat du monde. Mais le fait d'être appelé pour les JO, de représenter une nation les JO, il n'y a que 12 équipes. C'est quasiment qui disent les 12 meilleures équipes du monde. Le championnat du monde, c'est un peu tout le monde. Le championnat d'Europe, c'est un peu tout le monde. Mais là, au JO, vraiment 12 équipes dans le monde, en fait. C'est ça vraiment qui fait la différence. Derrière, de côtoyer les meilleurs athlètes du monde entier, c'était vraiment de manger qu'il y a Serena Williams, il y a Roger Federer, il y a Nadal, il y a Usain Bolt. C'est vraiment les meilleurs athlètes du monde sont enfermés, enfin enfermés, mais ils sont dans une bulle avec tout le monde en fait. On se retrouve tous là, du foot, du basket, du handball, de l'athlétisme, un peu tout. C'est vraiment, je pense que des choses inoubliables de marcher autour du terrain, de voir les grandes stars, de faire partie des Jeux de 2012 à Londres. Pour moi, ceci, ça restera gravé à jamais. En plus, t'es pas trop loin de la maison, donc il n'y avait pas trop de décalage horaire. Non, pas trop. Eurostar, 2h30, 3h, on est arrivé, c'était bon. Ah ouais, ça doit être un régal. Et comment était l'ambiance de cette équipe de France? Parce que moi, perso, vous m'avez fait rêver à cette époque. J'ai bien aimé l'état d'esprit que vous aviez. Parce que tu sors d'une saison énorme à Varese et ensuite Ouais. équipe de France. Ça devait être. Pour toi, est-ce que c'est la meilleure saison de ta carrière? À Varese, je dirais, oui, à Varese et à Bologne, je dirais. Ok. Ouais. À Varese et à Bologne. Mais sinon, dans les JO, on a vu un peu plus. Je crois qu'on était la seule équipe qui a perdu de pas beaucoup contre les Ricains. Parce qu'à l'époque, les Ricains, ils avaient une équipe énorme. Hein. Je sais pas si vous vous rappelez. Ils avaient ramené vraiment. Ouais, petite équipe. Alors, LeBron James, Kobe Bryant, Dwayne Wade, Russell Westbrook, James Harden. À l'époque, Deron Williams, je sais pas si tu te rappelles, Deron Ah ouais. Williams, Chris Paul, Dwight Howard. Non, ils avaient ramené la Mada parce que je crois que c'était l'année avant, il y a 2 ans, ils s'étaient fait battre, tu vois. Donc là, ils avaient vraiment décidé Kevin Love aussi, ils avaient vraiment décidé de ramener une grosse équipe. Et moi, je me rappelais toujours parce que je marchais, tout ça, et je vois Kobe Bryant. Et toi, tu l'as côtoyé beaucoup, mais tu dis pas, bon, il va pas se rappeler de toi. Et le fait de me voir et de crier mon nom, toi, ça m'a fait chaud au cœur
tu vois, Ah ouais, Kobe Bryant, d'accord. qui se rappelle des jeunes joueurs du 93. Toi, de voir comme ça, parce que quand tu vois Kobe Bryant, tu dis, bah, il doit avoir 10 millions de personnes tous les jours. Donc, je sais pas s'il se rappelait des gens, tu vois. Ah, Et mais il le n'y a fait pas de, tout le monde qui a un Kobe stopper. et le fait qu'il m'a vu, qu'il m'a appelé, qu'on a parlé, c'était énorme. C'était énorme. Des fois, il y a des choses, il y a des souvenirs, il y a des photos, et c'est énorme. Tu peux même pas les décrire, en fait. Vous avez parlé en italien ou en anglais avec Kobe? On est un peu des deux, un peu des deux. Comme ça, avec les D'accord, gens ok. d'Italie, tu vois. On a fait un peu des deux. Des fois, ouais, c'était énorme. Des fois, comme on dit, il y a la photo décrit tout. En fait, des fois, tu n'as même pas besoin de rien dire. Tu regardes juste la photo et tu dis, ah, d'accord. Et je pense que c'était des souvenirs énormes. Tu... Et Vas-y, Adrien. j'avais une petite question, puisqu'on parlait de Kobe, on sait qu'il a un lien avec l'Italie. Euh, L'année que tu fais à Venezia, c'est avec Massimo Bullieri et Oui. Denis Marconato, les Italiens qui avaient été médaillés de bronze médaillés d'argent aux Jeux Olympiques de 2004. Est-ce que ça t'a marqué d'être coéquipier avec des joueurs comme ça? Oui, c'est clair. C'était deux grandes figures du basket, deux grandes figures de l'équipe nationale italienne, deux grandes figures du championnat italien. Non, le fait d'être avec ces deux grands joueurs, un grand intérieur et un grand meneur, d'apprendre beaucoup avec eux, d'avoir du respect pour eux, de connaître un peu leur parcours, de donner des petits conseils de droite à gauche, comment ça se passe et comment vous avez fait. Moi aussi, de leur poser de la question, tu vois, d'être mis des gros enjeux, tout ça, de faire des grosses choses. Non, c'était vraiment énorme. Et d'apprendre avec des grands joueurs comme ça, je pense que c'était de prendre des leçons par eux, de les mettre dans ton petit bouquin et d'essayer d'avancer. Et je pense que c'est très bien. Et j'ai Ouais, vraiment eu la chance de côtoyer de grands joueurs européens comme NBA, tu vois, et c'est ça qui a fait la différence. ouais, et puis surtout dernièrement même dans le Big Free, tu étais Ouais. coéquipier avec Stoudemire, Jason Richardson et Nate Robinson. C'est pas mal. Ah, mon meilleur, c'est Dr. J quand même. Dr. J, mon Ah ouais, entraîneur. le coach. Ouais, ouais. Moi, tu m'aurais dit d'un jour que je serais même coaché par Dr. J, je t'aurais dit, mais non, pour moi, moi, je n'ai pas connu, j'ai connu que les vidéos parce que c'était plus âgé que c'était à l'époque. Mais le fait d'être entraîné par le docteur, pour moi, et quand j'étais parti au Big Three, j'avais souvent mon coach italien qui m'appelait. Ils ont à peu près le même âge. Ils disaient, mais tu sais que ça, c'est ma génération. Putain, mais t'es avec le docteur à côté de toi, etc. Tu vois, je dis, ouais, il me dit, mais tu sais que c'est mon idole. Toi, il y en a, ils se tueraient pour voir des joueurs quand même. Et moi, De fou. mais c'est vrai, et moi, de les côtoyer comme ça à côté de moi, et tu me dis, et moi, en fait, tu t'en rends compte après, tu vois, quand les gens ils te parlent, et quand les gens ils disent, mais putain, mais tu te rends compte, Dr. J, t'étais avec lui pendant un mois. Au début, tu dis, bon, tu le vois, tu dis, bon, tu fais pas trop attention. Mais le fait de quand tu prends du recul un peu, tu dis, tu vois, c'est énorme. Jason Richardson, le deuxième marqueur de Dunker Foot, tu vois, il y avait Jermaine O'Neal, mais il était blessé. Tu vois, et derrière, tu côtoies Ice Cube, un grand chanteur américain, tu vois, quand même. Il y avait quand même, et j'ai vraiment eu la chance de côtoyer des joueurs. Le fait d'être venu aux États-Unis, je pense que ça a ouvert beaucoup de choses et le fait de connaître beaucoup de personnes et beaucoup de monde, en fait. C'est clair, le fait de jouer au NBA aussi, ça a créé des liens avec le championnat d'Europe et les Jeux Olympiques et les championnats européens aussi, c'est clair. Ça a donné des liens qui sont vraiment soudés à jamais parce que des fois, j'avais pas vu Kenyon, je me rappelle, j'avais pas vu Kenyon Martin, ça faisait peut-être 4-5 ans, tu vois. Je suis parti de Denver. Et le fait d'être au Big Three, de le revoir Jermaine Reed que j'avais pas vu depuis Miami, et qui se rappelle encore toi, qui t'appelle, on reprend les numéros au téléphone, toi, c'est vraiment des connexions que tu as oubliées. Je pense que c'est inoubliable. Ça doit être fou. Surtout que le Big Free, c'était plutôt fun à regarder. Clairement, moi, je me suis régalé. Je crois que Romain a une question pour toi. Ouais, moi j'ai une question, c'est pour tous les auditeurs et tous les amoureux de l'équipe de France. Euh, Corentin, on a parlé au niveau des JO 2012. La Fédé avait fait des superbes vidéos avant la compétition pour la préparation. Et il y en a une qui m'a marqué, ça m'a fait mourir de rire. À un moment donné, vous êtes sur les bains froids. Il y a Mike Gelabal, il y a Charles Kehudi, il y a toi. Et c'est en train de discuter muscles. Alors je veux qu'on mette la vérité tout de suite en 2020. Quel est le plus costaud? Quel est le vrai homme du basket français? Est-ce que c'est toi ou c'est Charles? Non, Charles, il a fait toute sa carrière en France. Moi, j'ai pas fait ma carrière en France.
Donc, si tu dis basket français, ça va être lui, mais si tu dis basket européen, NBA, je dirais que c'est moi. Et du coup, on mise d'accord. Donc, Yacouba Diawara est l'homme, et le vrai homme de notre équipe de France et de notre basket français. C'est lui le plus costaud. Il n'y en a pas deux. C'est Jacques Monclar qui m'a surnommé le bison. Et il n'y en a pas d'autres noms. Il y en a pas beaucoup des comme ça en France encore. C'est lui qui m'a donné ce surnom, je me rappelle tout le temps. Il m'a dit, mais c'est un vrai bison, un vrai buff. Comment j'étais corpulé, comment je jouais, très physique et tout ça. Donc, je pense que depuis cette époque, on n'a pas donné de nom aux gens comme ça. Donc, je pense que oui, c'est moi. Tu sais ce qu'a dit Amarassi? Il avait fait une vidéo avec Charles Kennedy. Il a dit, vous savez les gars, lui c'est l'homme. Et Amarassi a dit, moi je suis le bonhomme. Et ça m'a tué. Ah ouais, mais c'est clair. Moi, bah, je pense que moi, si je partais sur une équipe de 3-3, moi je vous prends tous les trois, je me mets sur le banc, je vous prépare le café, c'est bien. On a de quoi tenir, quoi. Voilà, il n'y a pas de problème. Merci en tout cas, Yacouba. On a pris énormément de plaisir à discuter avec toi. C'est un rêve de gosse pour tous. Peut-être même un peu plus pour Romain parce qu'il a quelque chose qu'il nous a dit en off qui est important. Ouais, du coup, avant qu'on recommence l'émission, j'étais en train d'expliquer à Corentin que Yac t'a marqué un petit peu mon adolescence parce que tu étais venu avec l'équipe de France à Limoges. Moi, je suis de Limoges. Ouais. Et à la fin, on vous avait attendu au niveau des bus, etc. Et tu avais lancé tes chaussures. Et il y en a une qui est du coup sur mon étagère depuis tout ce temps. D'accord. Et je t'admirais déjà à cette époque-là. Et du coup, aujourd'hui, tu vois, on se retrouve à discuter ensemble. Du coup, c'est un petit peu la boucle qui se rejoint et je suis très content de t'avoir eu du coup et voilà, donc tu as une place particulière pour moi. Non, avec plaisir, je te remercie le fait de m'avoir contacté, donc de raconter les histoires, de raconter les parcours aux jeunes fans et aux jeunes joueurs, et les gens qui sont vraiment fans du basket. Moi, ça me donne toujours un plaisir de raconter, de leur faire vivre un peu ce que moi j'ai vécu derrière, tu vois. Et donc, comme nous, en tant que sportif, on a la possibilité de faire ça. Et si on peut faire ça derrière, moi je kiffe tellement. Ah, c'est super. C'est génial, merci beaucoup. Enfin, moi, si je devais résumer ton parcours, c'est inspirant. Moi, tu m'as inspiré tu fais partie des personnes qui me disaient, bah, lâche rien, ça va le faire un jour et ça a payé. Et c'était Moi, vraiment un kiff. non, c'est clair, comme je disais aux jeunes, les jeunes, à chaque fois je dis aux jeunes, je fais beaucoup de trucs pour les jeunes, de leur dire d'avoir un rêve, c'est bien, mais de ne pas lâcher, de continuer. Peut-être ça va arriver dans un an, peut-être ça va arriver dans 3 ans, peut-être ça va arriver dans 10 ans, ou peut-être le fait d'avoir ce rêve-là va te donner d'autres opportunités, peut-être aussi. Donc, pour ça, je dis souvent, comme moi, j'ai commencé de ne pas être pris en NBA, toi, je n'ai pas lâché l'affaire, je suis parti quand même à Dijon. J'ai pas lâché l'affaire, je suis parti à Bologne, j'ai pas lâché l'affaire, et tu vois, après 6 mois, 7 mois, tu te retrouves en NBA. Mais souvent, je dis aux jeunes, aux gens, qu'on a une passion et essayer de la vivre, de pas avoir de regrets. C'est vraiment mon truc, de ne pas avoir de regrets. De tout donner, s'il arrive, ça arrive, ça arrive pas. Au moins, je dirais, je me suis donné à 100% et j'ai pas de regrets derrière. Et c'est vraiment ça que j'essaie de faire, que j'avais vraiment écrit dans ma tête pendant tout ce temps-là. C'est une belle conclusion et je suis sûr que ça touchera beaucoup de gens. Merci beaucoup en tout cas. Merci les gars d'avoir été là. C'était un kiff monumental. J'ai réalisé un rêve de gosse, moi. Je suis très content. Non, avec plaisir. Prends soin de toi, Yak. Et puis j'espère que voilà, qu'après tout ce confinement, etc., on pourra aller se faire un petit match tous ensemble à Bologne, à Limoges, où tu veux. Mais voilà, et on verra qui a les plus gros biceps. On demandera à Charles. Ça marche. Pas de problème. À très bientôt. Ciao, ciao. Merci, au revoir. Salut À Yacouba, plus. merci. Salut.